Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 23 avril, il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDJ-FM. Au programme ce matin, une cyberattaque massive qui touche des millions de Français et pose la question de la sécurité de nos données, le retour du rappel vaccinal contre le Covid dans un contexte de lassitude, des tensions dans le monde de l'édition après le départ d'auteurs chez Grasset, un tournant historique au Japon qui s'éloigne de son pacifisme et enfin un point complet sur l'actualité sportive entre performances françaises, inquiétude autour de Victor Wembanyama et affiche de la finale de la Coupe de France. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité ce jeudi, la France et le Royaume-Uni concluent un nouvel accord contre les traversées clandestines de la Manche. Ce dispositif, prévu pour 3 ans, prévoit jusqu'à 766 millions d'euros de financement britannique. Une partie de cette aide sera conditionnée à l'efficacité des mesures mises en place. Une nouveauté dans ce partenariat qui vise à renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Le G7 Environnement s'ouvre aujourd'hui à Paris. Les ministres des grandes puissances vont plancher sur la biodiversité, les océans ou encore la désertification, mais fait notable, la question du climat sera écartée des discussions pour éviter les tensions avec les États-Unis. Une réunion préparatoire avant le sommet du G7 prévu en juin à Évian. Des associations portent plainte contre Deliveroo et Uber Eats. Elles dénoncent un système reposant sur l'exploitation des livreurs précaires, souvent immigrés, et accusent les plateformes de traite d'êtres humains. Uber Eats et Deliveroo contestent fermement ces accusations. Une action de groupe est également envisagée pour discrimination. Israël et le Liban reprennent aujourd'hui les discussions à Washington. Ces pourparlers menés sous l'égide des États-Unis visent à apaiser les tensions entre les deux pays, toujours officiellement en guerre. Israël affirme ne pas avoir de désaccord sérieux avec Beyrouth et appelle à coopérer contre le Hezbollah, absent des négociations. Une nouvelle tentative de dialogue après une première réunion le 14 avril. Changement d'animateur pour Fort Boyard, Cyril Ferraud succède à Olivier Mine aux commandes de l'émission depuis 2003. Pour l'édition 2026, il promet des nouveautés avec notamment le retour d'anonymes parmi les candidats aux côtés des célébrités. Voilà pour l'essentiel de l'actu à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ-FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. 12 millions de Français concernés, c'est le chiffre choc du jour. La NTS, le site de l'État pour nos cartes d'identité et permis de conduire, a été victime de la plus grosse cyberattaque de l'année. Chloé Robin, les hackers ont frappé fort, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment pu nous voler ? Eh bien Léa, on retrouve sur cette plateforme une véritable mine d'or pour les cybercriminels. Principalement vos données d'identification, nom, prénom, date de naissance, adresse mail et parfois même des coordonnées téléphoniques. Alors le ministère de l'Intérieur se veut rassurant. Aucun mot de passe ni données bancaires n'auraient été dérobés. Mais attention, ces informations dites basiques, les pirates peuvent lancer des campagnes de phishing redoutables ou tenter des usurpations d'identité très ciblées. Et justement, si l'on reçoit un message suspect, quels sont les bons réflexes ? La règle d'or, Léa, on ne touche à rien. Ne cliquez sur aucun lien, n'ouvrez aucune pièce jointe et ne répondez surtout pas. Ces messages jouent sur l'urgence pour vous faire paniquer. Alors si vous recevez une alerte de la NTS, ne passez jamais par le lien du mail. Allez vous-même sur le site officiel en tapant l'adresse dans votre navigateur. Et en cas de doute, 2 outils indispensables. Signaler spam pour transférer les mails suspects, cybermal et une adresse à connaître par cœur, cybermalveillance.gouv.fr. C'est le site de référence pour obtenir des conseils personnalisés. Si malheureusement vous avez déjà cliqué, changez immédiatement vos mots de passe, activez la double authentification et surveillez vos comptes. Alors le paradoxe, c'est quand même que la NTS va justement envoyer un mail à toutes les victimes. Et comment on ne se trompe pas dans cette situation ? Eh bien c'est là tout le problème. On vous dit de ne pas cliquer, mais vous allez recevoir une notification officielle. Pour ne pas vous faire piéger, vérifiez bien 2 choses. L'expéditeur doit être France Titre et l'objet du mail sera précisément mot pour mot incident de sécurité. Dans tous les cas, gardez en tête qu'une administration ne vous demandera jamais de mot de passe ou de coordonnées bancaires par mail. En résumé, on ne clique pas, on vérifie à la source et surtout, on change régulièrement ses mots de passe. C'est la base de l'hygiène numérique. Merci Chloé. C'est reparti pour un tour. La campagne de rappel vaccinal contre le Covid a démarré lundi pour les plus fragiles. Mais 6 ans après l'apparition du virus, l'adhésion des débuts a laissé place à une certaine fatigue. À Nice, entre saturation des patients et couac logistique, le démarrage est poussif. Un reportage de Léa Canet. À 70 ans, Jacqueline fait partie des publics prioritaires pour cette nouvelle campagne de vaccination. Mais pour elle, c'est non. Après plusieurs injections ces dernières années, elle ne veut plus entendre parler de vaccin.
J'en ai assez et je viens de me faire vacciner contre le zona. Alors, basta. Et elle est loin d'être un cas isolé. Chez les seniors, la fatigue vaccinale s'installe durablement. À 85 ans, Claude, elle, a fait le choix d'une autre stratégie, continuer à se protéger, mais autrement. Quand je rentre dans les magasins, je mets le masque. Ou dans le tram, il y a la grippe aussi, il n'y a pas que le Covid. Une lassitude qui se lit aussi dans les chiffres. À l'automne dernier, seule une personne sur 3 de plus de 65 ans s'était fait vacciner. Et sur le terrain, même la logistique commence à ralentir, comme l'explique Elsa Borglione, pharmacienne. Ce matin, à peine je suis arrivée à la pharmacie, je me suis connectée au portail national. J'ai pas réussi à les commander encore. Je sais pas si c'est moi ou si c'est un bug, mais ça ne marchait pas. Ça met à peu près 10 jours, je crois, pour qu'on les reçoive. Bon, c'est pas grave si les gens le font pas tout de suite. Dans 10 jours, ça ira encore. Une campagne qui démarre au ralenti, alors que le compte à rebours, lui, a déjà commencé. Car pour les patients comme pour les soignants, cette campagne de printemps s'achèvera le 30 juin. Après le départ de 170 auteurs des éditions Grasset, Vincent Bolloré, propriétaire du groupe, a réagi dans le journal du dimanche publié dimanche. Donc, il y dénonce un vacarme causé par une petite caste qui se croit au-dessus de tout. Alors, vrai coup de tonnerre dans le monde littéraire ou simple bruit de fond? Pour y voir plus clair, nous avons posé la question à Zoé Rouman qui travaille à la librairie niçoise Jean Jaurès. Alors, actuellement, il y a une espèce de crise aux éditions Grasset parce que l'éditeur qui a un peu poussé la maison vient d'être licencié. Grasset, c'est pas une petite maison d'édition qui sort 3 livres par an. Je pense que ça joue sur l'image qu'elle renvoie parce que tous les clients nous en parlent. Du coup, ça crée un peu des problèmes, surtout au niveau des auteurs en fait. Même si Virginie Despentes et Sœur Chalandon quittent Grasset, ils vont continuer à écrire des livres. Ça leur gagne pas. Donc dans tous les cas, on va avoir un éditeur qui va les publier. Il n'y a plus qu'à voir qu'est-ce qui va se passer après, en fait, les retombées médiatiques après. On pourrait boycotter par exemple, mais on choisit de ne pas le faire. Après là, dans les prochains mois, ça va rien changer. Il va y avoir la rentrée littéraire août-septembre. La machine est déjà lancée. Le contrat est déjà fait. Le livre est quasiment même déjà imprimé. Tout est prévu, les parutions sont prévues, les contrats sont signés. Là où ça va changer, c'est peut-être pour celle de janvier par exemple. Des propos recueillis par Thomas Noël. Direction l'Asie à présent, Tokyo change de cap et lève les dernières restrictions sur l'exportation d'armes, un tournant historique qui met fin à des décennies de pacifisme depuis la Seconde Guerre mondiale. Yana Primovici. Cette évolution est portée par la première ministre Sanae Takaichi. Elle considère cette réforme comme un levier pour affirmer le rôle du Japon sur la scène internationale et soutenir son économie. Cependant, cette décision suscite des inquiétudes au sein de la population japonaise, historiquement attachée à une doctrine pacifiste. Le pays avait en effet progressivement restreint ses exportations d'armes depuis les années 1960 et 1970, avec une interdiction quasi totale instaurée en 1976, seulement assouplie à partir de 2014 pour certains équipements non létaux. Pourquoi le Japon décide-t-il aujourd'hui de renforcer ses partenariats militaires ? Parce que le Japon veut renforcer en fait ses relations avec ses alliés dans un contexte de tensions croissantes en Asie, notamment face à la Chine et à la Corée du Nord. La première ministre Sanae Takaichi défend une logique de coopération. Selon elle, aucun pays ne peut assurer seul sa sécurité, d'où l'importance de partenariats militants solides et d'échanges d'équipements de défense. Des experts estiment également que cette stratégie permettait au Japon de mieux s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement militaire et d'augmenter ses chances de recevoir de l'aide en cas de conflit. Pourquoi cette division divise-t-elle autant au Japon ? Parce qu'elle remet en cause le pacifisme, un pilier du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Une partie de la population craint un changement d'identité. Selon NHK, la compagnie de diffusion du Japon, plus d'un Japon sur 2 s'y oppose. À Hiroshima, symbole de bombardement nucléaire, cet attachement à la paix reste très fort. La première ministre, Sanae Takaichi, est critiquée même si elle promet un encadrement strict. Un tournant historique pour le Japon qui pourrait redéfinir son rôle sur la scène internationale tout en ravivant le débat entre sécurité et pacifisme au sein de la société. Passons maintenant à la rubrique sport où il y a eu pas mal d'actualités autour des Français ces derniers jours. Daniel Kolchanov, vous faites le point. Commençons d'abord par le tennis. Dimanche, Arthur Fils a remporté l'ATP 500 de Barcelone face à Andrei Rublev 6-2, 7-6, son 3e titre dans cette catégorie après Hambourg et Tokyo en 2024. Après une très longue blessure qui l'a éloigné des cours environ 6 mois,
Le tennisman de 21 ans se replace à la 23e place mondiale, devenant ainsi le premier Français au classement devant Arthur Rinderknecht. Cap désormais sur le Masters 1000 de Madrid vendredi où Fils affrontera le Péruvien Ignacio Buse au premier tour. Et en basket, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que Victor Wembanyama a été victime d'une commotion cérébrale sur le parquet mardi soir, alors que les Spurs de San Antonio affrontaient Portland dans le match 2 du premier tour des playoffs, perdu 103 à 106. Dans le deuxième quart-temps, le Français a chuté tête en avant dans un mouvement qu'il n'a pas pu contrôler. Le géant de 2,24 m est tout de suite sorti et devra suivre une procédure qui doit l'éloigner des terrains pendant 48 heures. À voir si le meilleur défenseur de la NBA pourra jouer le match 3 dans la nuit de vendredi à samedi. En tout cas, on espère que Wemby sera rétabli d'ici 2031 puisque la France accueillera pour la première fois la Coupe du Monde de basket. Les 92 matchs se joueront à Paris, Lille et Lyon. Une bien belle vitrine pour le basket dans l'Hexagone qui pourra, pourquoi pas, créer certaines vocations chez les plus jeunes. Et lui, des vocations, il est sûrement en train d'en créer, c'est Paul Sexas. Et, spoiler, il ne fait pas de la trottinette. Oui, il est plutôt sur un nuage ces derniers temps et pas une selle de vélo. Après avoir remporté le Tour du Pays Basque il y a 2 semaines, le cycliste de 19 ans a récidivé hier en remportant la Flèche Wallonne, devenant ainsi le plus jeune à remporter cette course. La pépite française éteint d'ailleurs les doutes sur son explosivité en plaçant une première accélération à 400 mètres de l'arrivée, puis une deuxième qui l'a propulsé à 3 secondes du deuxième, obtenant ainsi sa victoire. Le Lyonnais aura rendez-vous dimanche avec Tadej Pogačar et Remco Evenepoel pour sa première participation à Liège-Bastogne-Liège. Et enfin en football, on connaît désormais la finale de la Coupe de France. Le premier club à l'avoir rejoint a été le RC Lens mardi soir, dans un stade Bollaert à guichet fermé pour la 84e fois consécutive. Les 100 et or se sont largement imposés en demi-finale contre Toulouse 4-1, avec des réalisations signées Thauvin, Saint-Maximin, Thomasson et Hudol côté lensois et Hidalgo côté toulousain. Rappelons que Lens n'a jamais remporté la compétition malgré 3 finales disputées. Ce sera l'occasion de marquer l'histoire et ce sera peut-être contre Nice qui allait s'imposer à Strasbourg. Les Niçois 15e de Ligue 1 ont créé la surprise en l'emportant 2-0 face à l'actuel 8e du championnat. Un doublé d'Eli Wahi a permis aux Aiglons de rallier la finale pour la première fois depuis 2022 et cette défaite 1-0 face au FC Nantes. Les hommes de Claude Puel peuvent encore entrevoir une éclaircie dans cette saison ô combien décevante, avec au bout un trophée, le premier depuis la Coupe de France en 1997 et surtout une qualification en Europa League la saison prochaine. Alors, premier sacre pour Lens ou 4e étoile pour Nice, réponse le vendredi 22 mai au Stade de France. Merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine. Dans un instant, ils partageront leur coup de cœur du moment, mais juste avant et à l'occasion de la sortie du biopic sur Michael Jackson, on écoute Black or White du roi de la pop sur EDJ-FM. C'était Michael Jackson sur EDJ-FM et on enchaîne tout de suite avec nos cartes blanches. Les chroniqueurs vous partagent leur coup de cœur ou leur rendez-vous manqué du moment, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, une initiative locale, bref, ce qui les a marqués cette semaine. On parle maintenant musique, mais aussi patrimoine. Le nouveau single de la chanteuse Olivia Rodrigo vient de sortir, avec un clip tourné en France, dans un lieu très symbolique, Versailles. Mais pourquoi les stars internationales choisissent-elles la France pour créer ? Héloïse Karlicki, vous vous êtes penchée sur la question ? Oui, le 17 avril dernier, Olivia Rodrigo a dévoilé un nouveau single accompagné d'un clip tourné dans le mythique château de Versailles. Dans son clip, la chanteuse déambule dans les galeries, traverse les jardins, casque sur les oreilles. Une esthétique très romantique, presque hors du temps. Mais pourquoi Versailles ? C'est un choix fort quand même. Oui, justement, Versailles, c'est un symbole mondial. Le luxe, l'histoire, l'élégance, et ça colle parfaitement avec l'univers du morceau, centré sur les débuts d'une histoire d'amour avec toute l'intensité et l'excitation que ça implique. Le décor devient presque un personnage du clip. Donc la France, ce n'est pas juste un joli décor. Non, c'est aussi un vrai choix artistique et Olivia Rodrigo n'est pas la seule à le faire. Autre exemple, Sabrina Carpenter. En 2023, elle a enregistré une partie de son album Short and Sweet dans un village de Mayenne à Chaillan. Un endroit totalement isolé, en pleine nature. Elle expliquait avoir écrit son tube expresso là-bas, justement grâce au calme, loin des grandes villes. C'est surprenant puisqu'on imagine plutôt les artistes dans de grosses capitales, justement. Et pourtant, la tendance s'inverse. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes cherchent à s'éloigner des grandes villes pour se reconcentrer. Ils viennent en France pour trouver du calme, mais aussi des studios particuliers.
Les fameux studios résidentiels. Exactement, ce sont des studios où les artistes vivent sur place pendant plusieurs jours ou même semaines. Ils dorment, mangent et créent au même endroit. L'objectif, se couper du monde pour se consacrer entièrement à la musique. Par exemple, la Fabrique Studio, installée en pleine nature. Des artistes comme Rosalia ou Nick Cave y ont travaillé. À chaque fois, la France renvoie une image forte. Romantisme, culture, prestige. Oui, on sait que la France attire les touristes du monde entier, mais aussi ses artistes. La France est un décor, mais surtout un véritable terrain de création. Et pour Olivia Rodrigo, la suite arrive bientôt avec un nouvel album attendu le 12 juin prochain. Merci Loïse. Le retour des paillettes et du drama a été promis sur le petit écran. 4 ans après le succès de la saison 2, la saison 3 d'Euphoria est enfin sortie le 12 avril. Mais s'agit-il de la saison de trop, Chiara Mariani? Ça y est, la saison 3 d'Euphoria est bien là, et pour comprendre la hauteur de l'engouement, proportionnelle à celle de la déception, les jeux retournent en arrière. Donc on est en 2019, la série débarque sur les petits écrans, une jeunesse californienne middle class, carburant aux antidépresseurs, ecstasy et autres drogues, séduit les États-Unis comme l'Europe. Bande originale, maquillage pailleté, jeu d'acteurs, tout est là. C'est le début de l'Euphoria Mania. Série fétiche de la Gen Z, devenue culte au bout de 2 saisons, Euphoria est portée par des vedettes comme Zendaya. Mais la série a également révélé de jeunes talents devenus de grands noms d'Hollywood, à l'instar de Sydney Sweeney ou Jacob Elordi. Seulement voilà, en 2026, la magie n'est plus là. Et qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans les 2 premiers épisodes? Eh bien, l'ère post-lycée a du mal à captiver. On s'attendait à une reprise in situ après le cliffhanger du dernier season final. Sauf que loin des névroses lycéennes et de la déprime adolescente, sur lesquelles la série s'est construite, la saison 3 se déroule au début de l'âge adulte. Les personnages ont déménagé, vivent seuls, travaillent pour certains, mais sans avoir complètement tourné la page du lycée. Le show veut un petit peu trop nous impressionner, un peu trop nous choquer. Drogue, nudité, excès. Le début de saison est très cru, très vulgaire pour les personnages projetés brutalement dans l'âge adulte. Un retour en force de la série, volontairement provocateur, comme pour pallier ces 4 années d'absence. Comme si la série avait tout oublié d'elle-même. Même le scénario, basé sur le pari d'un saut dans le temps, sonne faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Covid, les reports successifs du tournage pour cause d'emploi du temps, ou encore le décès de figures phares du show comme Angus Stone et Eric Dane sont passés par là. Entre-temps, les acteurs ont mué en de vieux adolescents. Malgré les efforts du casting, la série de Sam Levinson est devenue ennuyeuse. Le casting trop star. Alors que l'on découvrait Sweeney et Elordi dans leur rôle d'adolescents attardés en 2019, on est aujourd'hui habitué à les voir défiler sur les billboards et tapis rouges. Regarder la saison 3 d'Euphoria, finalement, c'est comme retrouver un vieil ami et se rendre compte qu'il a changé. Il convient quand même de saluer, à ce stade, les performances d'actrices comme Alexa Demi ou Zendaya, qui portent le début de saison à bout de bras. Pour le reste, c'est du réchauffé. Peut-être faudra-t-il faire avec Euphoria comme pour Game of Thrones, c'est-à-dire s'arrêter une saison avant la vraie fin pour sauver la série. Merci Chiara. Pour ceux qui souhaitent se forger leur opinion de retour du show, un nouvel épisode est disponible chaque lundi en streaming sur Prime Video. C'est l'événement littéraire dont tout le monde parle en ce printemps 2026. Victor Dixon, le roi de l'imaginaire français, qui a fait frissonner des millions de lecteurs avec Vampiria, opère aujourd'hui un virage à 180 degrés. Il délaisse les crocs pour s'attaquer à la littérature adulte avec une fresque monumentale chez Robert Laffont, Les Mystères d'Eversand. Alors, pari réussi pour le maître du fantastique, Léa Canet. Et oui Chiara, préparez-vous à changer de décor. On oublie les couloirs sombres de Versailles et on s'envole pour le Rhode Island aux États-Unis. Bienvenue à Eversand Hall. C'est un manoir fascinant, presque irréel, relié au continent par une chaussée submersible qui ne se découvre qu'une fois par jour. Visuellement, c'est sublime. Dixon nous plonge dans une Amérique fantasmée, quelque part entre la nostalgie lumineuse d'un tableau de Norman Rockwell et la mélancolie inquiétante d'un Edward Hopper. C'est beau, c'est calme, mais c'est surtout très dangereux. On sent l'ambiance gothique, mais de quoi parle ce premier tome, La Suivante? C'est un thriller classique? C'est bien plus qu'un thriller. On y suit Birdie, une étudiante en littérature totalement fauchée. Pour s'en sortir, elle accepte un job de rêve, demoiselle de compagnie pour la prestigieuse famille Rosemore. Mais le titre, La Suivante, est un piège génial. Birdie comprend très vite qu'elle n'est pas juste une employée, elle est la dernière d'une longue lignée de jeunes femmes attirées par le luxe de ce manoir avant de s'évaporer dans la nature. Elle réalise avec effroi qu'elle est littéralement la prochaine sur une liste macabre.
On connaît Victor Dixon pour son sens du spectacle, mais là, il semble vouloir dire quelque chose sur notre société, non ? Exactement, c'est là que le livre devient brillant. Birdie le dit elle-même dans le roman, les Rosemore sont aussi tordus que les Rougon-Macquart, la célèbre fresque familiale d'Émile Zola. Dixon ne se contente pas de nous faire peur, il dissèque une dynastie. Imaginez le cynisme et les jeux de pouvoir de la série Succession, mais enfermé dans un huis clos à la Edgar Allan Poe. C'est une plongée sociale brutale, l'ambition est folle. La saga comptera 4 tomes et couvrira 7 générations des Rosemore, de la guerre de sécession aux dérives actuelles de la bourse, en passant par les années hippies. En bref, Victor Dixon a composé ce premier volume comme une symphonie. Chaque secret planté aujourd'hui est une bombe à retardement pour la suite. C'est vénéneux, c'est intelligent et c'est déjà indispensable. Merci Léa. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région. Et on commence vendredi 24 avril avec la fête du printemps à la Maison de l'Environnement de 14h à 17h. Un après-midi gratuit, familial et éco-citoyen entre ateliers ludiques et animations pour sensibiliser à l'environnement. Le soir, à 18h30, direction l'Artistique, centre d'art et de culture, dans le cadre du festival In and Out. Au programme, une soirée cabaret queer suivie de la projection du court-métrage Le garçon qui la nuit de Jérémy Piette. Samedi 25 avril de 10h à 13h, le marché de la Libération accueille une opération de dépistage du cancer du poumon, un dispositif gratuit destiné notamment aux 50-74 ans fumeurs ou anciens fumeurs avec scanner, test du souffle et conseils de prévention. Samedi soir, place à la musique avec Damso en concert au Palais Nicaïa à 20h dans le cadre de sa tournée Bay à Tours. Enfin, tout le week-end, les jardins potagers niçois ouvrent leurs portes pour les 48 heures de l'agriculture urbaine. Ateliers, découvertes et échanges autour des semences et du jardinage urbain sont proposés gratuitement au grand public. Voilà pour les sorties du week-end à Nice. On jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Et le beau temps s'installe pour plusieurs jours. Aujourd'hui, du soleil du matin au soir, avec des températures comprises entre 13 et 20 degrés. Demain, pas de changement, une journée encore bien ensoleillée, avec des valeurs entre 14 et 20 degrés. Samedi, un peu plus de nuages au réveil, mais le soleil reprendra vite le dessus dans l'après-midi, compté entre 13 et 20 degrés. Et dimanche, un ciel légèrement nuageux, mais globalement lumineux toute la journée, avec des températures toujours très agréables, entre 13 et 20 degrés. Bref, un week-end idéal pour profiter dehors. Le printemps est bien là. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à Daniel Kolchanov à la régie. Et enfin, merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDJ FM.